On est d'accord, nous allons commencer ce conseil municipal. Nous allons commencer. D'abord, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci aux Marolais qui nous suivent à distance. Nous allons commencer par l'appel. Donc, Alphonse Boy présent, Vanessa Annie, Alain Boucris, Anne Ferreira, Jean-Luc Després. Présent. Et nous sommes présents, nous sommes ravis que tu sois là. Pauline Bisquer donne pouvoir à Vanessa Annie. Arnaud Dessin devra arriver, mais donne pouvoir à Jean-Luc en attendant son arrivée. Céline Monassin. Présente. Mathias Alonso. Présent. Roland Tibi. Présent. Jean-Pierre Vanaver. Présent. Dominique Humez. Présent. François Elie. Présent. Caroline Delis. Mehdi Belout. Présent. Samantha Crésias donne pouvoir à Roland Tibi, et nous avons une pensée pour Samantha qui a perdu cette nuit son papa. Noémie Arnaufi, Grégory Nguyen, Bernard Caméraire, Benjamin Godon donne pouvoir à Grégory Nguyen, Stéphanie Couchou donne pouvoir à Alain Boucris, Joël Vilassa, Jean-Charles Joulin, absent, Claude Duroux, Jamel Melouk, Dominique Maignan et Annick Claire. Merci. Alors, c'est désigné volontaire d'entrer comme secrétaire de séance Céline Monassin. Alors, nous devons adopter l'ordre du jour. Y a-t-il des demandes, des questionnements sur l'ordre du jour ? Non, pas de demande de modification particulière. L'ordre du jour est adopté. Nous devons adopter également le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2025. Y a-t-il des demandes de modification ? Les virgules sont-elles bien placées ? Les parenthèses aussi ? Tout va bien. L'ordre du jour est adopté s'il n'y a pas de vote contraire. Alors, je dois également vous donner communication des décisions que j'ai prises entre le 11 décembre et le 12 décembre. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des conventions pour le dojo, la convention d'utilisation du terrain de pétanque et du chalet avec la boule marolaise et la mise à disposition du clubhouse pour le foot. Donc je pense que c'est juste une communication que je dois faire à ce niveau-là. Vous avez également les subventions que nous avons reçues, enfin le récapitulatif, le fameux tableau des subventions. Et vous avez vu par exemple que nous avons reçu enfin la subvention de 330 000 € pour la voie verte qui est finie depuis l'an dernier. Alors j'utiliserai cet argument-là un peu plus tard lorsque nous parlerons d'autres choses. Bien, nous commençons par les affaires générales, par l'approbation de la convention unique relative aux missions optionnelles d'Infocom 94. Je donne la parole à Mathias Alonso, qui nous représente chez Infocom. Alors, Infocom, tout le monde sait ce que c'est le syndicat qui gère tous nos logiciels professionnels. Donc, Dominique Humez et Mathias Alonso nous y représentent. Et nous avons signé une convention avec eux. Nous devons approuver la convention. Bien, bonsoir tout le monde. Effectivement, il y a une convention unique relative aux missions optionnelles d'Infocom. Alors, c'est une grande enveloppe, on va dire, qui nous permettra éventuellement de souscrire à des services que proposera Infocom, parce que c'est une évolution quand même importante, la technologie. Donc Infocom se tient à jour, fait évoluer ses offres, aussi bien dans les domaines de l'infrastructure, de l'infogérance, etc., que dans les domaines applicatifs. Donc ça permet justement de ne pas signer à chaque fois des papiers dans tous les sens. Donc on est libre de choisir ou de ne pas choisir ces nouveaux services. Et donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus facile à gérer. Voilà. Donc au cas par cas, on verra ce qui pourrait nous être utile de manière à souscrire éventuellement à ces nouvelles prestations. Voilà.
Y a-t-il des questions, des prises de parole sur cette convention? Non. Donc nous devons voter pour approuver la convention unique relative aux missions optionnelles d'Infocom 94 et ses annexes s'y annexer. Et puis bien sûr m'autoriser à signer cette convention. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Le point 1 est adopté. Nous restons toujours en affaires générales. Donc, nous souhaitons soutenir la candidature de la métropole du Grand Paris au dispositif européen ELENA pour l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Alors, vous avez tous reçu le document. On va essayer de traduire cela en français compréhensible. En fait, un des enjeux des communes, des EPT, des établissements publics territoriaux, la métropole, le GPSEA, etc., c'est d'accéder aux fonds européens. Les fonds européens sont nombreux et il n'est pas toujours facile d'y accéder. Donc, notre soutien que nous sollicite la métropole, c'est pour justement accéder à ce dispositif pour pouvoir avoir des fonds et financer la mise aux normes de nos bâtiments, des bâtiments publics des 130 communes de la métropole du Grand Paris. Voilà, donc nous devons simplement, par la présente communication, approuver le soutien de la ville de Marolles-en-Brie à la candidature de la métropole du Grand Paris au dispositif ELENA. Voilà. Et nous n'hésiterons pas à aller chercher des sommes une fois qu'ils seront validés. A-t-on une idée de ce que représente cette enveloppe aujourd'hui, hein? Une vague idée? Non. Non, non, pas vraiment. En fait, nous avons reçu au mois de décembre une lettre de la métropole nous disant simplement qu'ils aimeraient que l'on signe cette lettre. Et comme je n'ai pas le droit de signer ce genre de lettre sans que ce soit validé, mais je n'ai pas un montant exact de cette enveloppe. D'autres questions sur le sujet? Voilà, donc nous devons voter pour approuver le soutien de la commune à la candidature de la métropole et nous engager, sous réserve de l'approbation de cette candidature, à intégrer le projet ELENA, bien sûr si le GPSEA, la métropole, et dispose de ses fonds. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci, le point 2 est adopté. Alors, nous inaugurons à présent une longue série sur la partie finance et marchés publics. D'abord, nous devons affecter de manière anticipée le résultat de l'exercice au 31 décembre 2025. Donc, comme vous le savez, le résultat de fonctionnement est une forme de l'autofinancement pour financer nos projets en investissement. Donc, au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2025, nous avons un report en fonctionnement, un résultat excédentaire, en commerce on dirait un bénéfice, de 648 374,10 €. Donc, sachant que nous avions eu un report à nouveau de 530 332, l'exercice a généré 118 000 € supplémentaires. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc l'idée est aujourd'hui de décider de garder en fonctionnement 478 374,10 € et d'affecter 170 000 € à l'investissement, au budget de l'investissement. Sachant que le résultat du budget d'investissement à lui présente une perte de 533 887,71 avec un report à nouveau de 662 452,52, soit un résultat positif de l'exercice, une contribution de l'exercice de 128 564,84. Voilà. Donc, c'est des chiffres que nous reverrons tout à l'heure, alors que le résultat négatif n'affole personne, parce que je vous parlerai tout à l'heure du reste à réaliser,
qui vous permettra de comprendre pourquoi, malgré cette perte, je suis tout à fait serein. Y a-t-il des questions, des demandes d'explication sur ce point? Justement, dans ce cadre-là, il est peut-être intéressant, effectivement, peut-être que tu vas le faire plus tard. Nous reviendrons sur la présentation générale du budget, nous reviendrons sur tout ça. Là, en fait, sur ce point-là, il s'agit juste de décider de reprendre par anticipation l'excédent de fonctionnement de 648 000 en fonctionnement, 648 374, en affectant 170 000 en investissement et 470 374 en fonctionnement. Sachant, mais maintenant tout le monde le sait, au terme de ces 6 années, qu'il est possible de mettre des sommes de fonctionnement en investissement et pas l'inverse. L'investissement ne peut pas financer le fonctionnement. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Le point 3 est adopté et validé. Alors justement, nous allons passer maintenant au vote du budget primitif. Donc, je vais me lever, je vais le faire au tableau. Ce sera plus simple. Alors ça, nous l'avons vu. Donc, nous allons voir les différentes évolutions et le budget primitif 2026. Ça commence mal. Voilà. Alors, le budget de fonctionnement que nous proposons, d'abord, il faut faire une analyse par rapport aux années antérieures pour voir un peu l'évolution de ce budget. Le budget que nous proposons, bien qu'impacté par l'inflation, est à 9 800 000. Donc si l'on regarde, nous avons tendance depuis quelques années à réduire notre budget de fonctionnement. Donc ceci est très bien parce que d'abord, ça veut dire que malgré les augmentations dont nous parlerons un peu plus tard, cela veut dire que nous avons une bonne maîtrise de notre budget de fonctionnement. Et maîtriser ce budget est important parce qu'il permet de financer l'investissement. Donc tous les financements que nous faisons, certes, il y a des subventions, mais avoir une maîtrise sur ce budget est aussi important. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le premier point. Et c'est très positif parce que l'État a tendance à pénaliser les villes qui ont un budget de fonctionnement qui augmente et qui augmente, notamment au moment de l'attribution de la dotation aux communes, la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, si l'on regarde maintenant ce qui s'est passé en termes de budget, de réaliser, ce que nous avions présenté au débat d'orientation budgétaire, donc nous avons demandé à ce qu'on mette ce qu'on avait dit la dernière fois pour suivre un peu l'histoire, parce qu'il faut savoir comment on a évolué. Alors, nous prenons d'abord le budget de fonctionnement. Dans le budget de fonctionnement, nous avons... bon, d'abord, allons sur le global. Non, nous verrons après. Nous avions un budget de 9 970 000 et nous avons réalisé 9 800 000. Nous sommes en investissement. Je vais trop vite. Alors, dans le réalisé 2025, dans le réalisé, nous avons fait 9 millions 8, ce qui représente, alors c'est ça que je veux obtenir, mais je n'arrive pas à l'obtenir. Alors je vais vous le dire là, parce que ce qui représente voilà, ce qui représente 50. Voilà, ce qui représente 98% des recettes et 92% des dépenses. C'est-à-dire 9 millions 8 représente 92%, décidément. C'est tactile, il faut faire attention. Non, on est en avance, excusez-moi. Donc 9 millions 8 représente 92% et un peu moins pour l'investissement, ce qui est toujours en des dépenses
ce qui est toujours très favorable. On réalise moins en dépenses que prévu et plus en recettes, ce qui est toujours très bien. Alors, si vous voulez, je peux vous donner quelques explications de ce que représentent ces chiffres. Donc, le budget que nous proposons, c'est 9,8 millions. Je ne sais pas si vous voulez que l'on rentre un peu dans les détails. Les totaux, ce qu'il y a un peu dans chaque... alors, je ne les connais pas par cœur. Hein, je vais prendre mes penses bêtes. Voilà. Donc, pour le fonctionnement, les recettes. Alors, pour les recettes, les 6 000 € que nous avons ici en atténuation de charges, c'est des remboursements quand des agents sont malades, etc., etc. On nous rembourse les arrêts maladie. Les 516 700 € représentent majoritairement ce que les parents payent pour les écoles, les repas, les maisons des jeunes, etc., etc. On y trouve également les inscriptions à la maison de loisirs, et puis les concessions au cimetière, parce que malheureusement, voilà, il y a quelques sommes. Voilà. Les 1 632 000, c'est la compensation que nous donne la métropole sur notre taxe, le CFE, c'est-à-dire la taxe des entreprises, est touchée désormais par la métropole, et la métropole nous reverse cette somme. Alors c'est très sympathique, le seul problème que j'ai, c'est que depuis 6 ans, c'est la même somme. Donc voilà, c'est un sujet que je poserai prochainement. Mais bon, nous avons reçu la lettre aujourd'hui que nous recevrons exactement cette somme en 2026, excusez-moi. La fiscalité locale, les 6 284 000, on retrouve dans ces 6 millions la taxe foncière que nous percevons, et puis les droits de mutation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les frais de notaire dans la vie en général. Pour 200 000 €, on trouve également les taxes de consommation d'électricité, etc. Des sommes de ce type. Après, les dotations et subventions, les 453 750, c'est essentiellement la DGF, la dotation, l'argent que l'État nous donne tous les ans. Il n'y a pas grand-chose, hein, il y a 58 000 €. Ça baisse de plus en plus. On trouve aussi un peu de TVA. Alors, ce serait très long de vous expliquer comment fonctionne la TVA, mais ce n'est pas comme une entreprise. Dans une entreprise, on paye les factures et puis on récupère la TVA à la fin du mois. Là, c'est un peu plus compliqué. On fait des dépenses et 2 ans après, on a un fonds de compensation qui ne nous paye pas tout, mais qui nous paye juste une partie de la TVA. Par exemple, là, dans la dernière loi de finances, ils ont décidé d'exclure tous les travaux d'entretien des bâtiments. Donc, d'un côté, on va chercher les fonds européens. De l'autre, les travaux d'entretien des bâtiments ne sont plus remboursables en TVA. Voilà, il n'y a pas d'erreur, c'est comme ça que ça marche. Donc, on en était aux 453 000. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Autres produits de gestion, voilà, bon, rien de... Et les compensations et exonérations, bon, certaines taxes et dotations diverses. Rien de particulier. Alors après, les 367 000 des autres produits de gestion sont essentiellement les revenus des immeubles, c'est-à-dire nous louons, alors ça maintenant vous êtes habitués, nous louons le golf, nous louons le local de la Poste, nous louons à l'Éducation nationale un local, donc ça nous a rapporté 291 000 en 2025 et nous avons budgété 296 000 parce qu'il y a une revalorisation tous les ans en 2026. Que dire d'autre? Aussi des aides, des subventions, des redevances de concession et brevets. Enfin, voilà, c'est en gros ces sommes-là. Alors, une somme qui est très importante, les 4,80 €, c'est simplement parce que nous avons un compte au Crédit Agricole. Et comme c'est une banque mutualiste, nous avons un titre pour, je ne sais plus, 20 ou 25 €. Et tous les ans, ça nous apporte 4,80 €. Donc, on va les laisser là, hein, ça rapporte. Très important pour la soif. Voilà, les 1978, c'est des mandats qui sont annulés. Donc, voilà, des sommes que nous devions payer qui nous sont remboursées. Voilà le gros des recettes. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur ces recettes-là. On va sur les dépenses, s'il y en a.
Alors, les dépenses, on commence par la grosse dépense des 2 millions 70. Donc là, on trouve vraiment toutes les dépenses courantes, assainissement, énergie, électricité, fourniture de voirie, les bâtiments publics, l'éclairage des réseaux publics, le matériel roulant, enfin bref, toutes les dépenses courantes. On y trouve aussi les annonces et insertions, quand on fait des annonces pour recruter, les frais d'actes d'enregistrement, quelques honoraires d'avocats, nous en avons. Les imprimés de publication, des transports de personnes extérieures, enfin bref, on trouve aussi les frais de nettoyage des locaux, qui coûtent quand même 206 000 €. Rien que ça. Enfin, c'est les écoles, c'est nos bâtiments, c'est tous les bâtiments municipaux. Voilà pour le premier poste. Le deuxième poste, nous avons les charges de personnel. Donc les 3 613 000. Bon, ben ça, nous avons regardé tout à l'heure avec notre comptable. L'évolution des charges, c'est vraiment la grande différence par rapport à 6-10 ans, avec tout ce qui a augmenté, toutes les taxes, tous les... Voilà. Donc c'est vraiment le montant des salaires, des indemnités et des charges. Donc après les atténuations de produits, les 873, c'est majoritairement des fonds que nous payons, le Fonds national de garantie, le FNGIR. Et puis nous avons budgété le DILICO. Donc la loi de finances dit qu'il n'y en aura pas, on dit peut-être pas. En tout cas, on est prudent, on a le fameux DILICO. Alors tout le monde sait ce que c'est le DILICO, allez, interrogation. Que veut dire DILICO? Nous l'avons vu la dernière fois. Dispositif, personne ne suit, ils sont plus disciplinés qu'une classe encore. Dispositif de lissage conjoncturel. C'est la participation des communes au remboursement des dettes, de la dette, n'est-ce pas? Mais il est question qu'elle n'existe plus. Ça. Il est question qu'il n'y ait pas de DILICO en 2026. Voilà. La loi a été votée. Voilà. Mais bon, wait and see. Ensuite, les 2,3 millions, c'est les autres indemnités. On y trouve les contributions, les fonds de compensation, le fonds de compensation du GPSEA, la participation FSCT, c'est ça, hein, les autres contributions obligatoires, les sommes versées au CCAS, les indemnités des élus, les subventions de fonctionnement aux associations. Bref, voilà ce qui constitue ces 2 300 000. Après, les 106 700 qui sont ici sont majoritairement des intérêts liés aux emprunts que nous avons, 110 000 € d'emprunts. Et puis les titres, bon voilà, pas grand-chose. Et puis les dotations sur provision, 3 463. Voilà, grosso modo. Et alors, nous avons quand même ici 130 000 € qui est une possibilité de virer, c'est-à-dire que nous décidons à tout moment au cours de l'exercice, si nous avons besoin de 130 000 €, nous pouvons les mettre en investissement. Parce que si nous ne faisons pas ça, il faudrait refaire une délibération pour autoriser le budget de fonctionnement à financer le budget d'investissement. Donc pour ne pas en arriver là, on se donne une poire pour la soif. Comme vous pouvez le voir, l'an dernier, nous avions prévu de mettre 400 000 € du fonctionnement vers l'investissement. Nous n'avons rien fait. Donc on le fait vraiment pour nous faciliter la vie. Voilà pour ce budget de fonctionnement. Donc encore une fois, je pense que le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau recettes, nous avons réalisé 98% du budget et au niveau dépenses, 92%. Ce qui veut dire que notre budget est relativement sincère et que nous le maîtrisons autant que possible. Alors, si nous passons aux investissements, l'évolution du budget d'investissement, donc là, par contre, vous voyez, la tendance est plutôt haussière. Nous avons tendance à évoluer et cette année, nous avons une belle hausse d'investissement qui est prévue, tout simplement parce que nous sommes sur une belle affaire, j'ose pas dire un coup, mais nous sommes sur une belle affaire qui consiste à obtenir 2 500 000 d'ADP pour des travaux. Donc c'est pour cela que nous avons prévu 1 400 000 ici cette année
et l'autre, nous ferons les travaux sur 2 ans. Parce que de toute façon, on ne peut pas enlever les toits au cours de l'année scolaire. Donc nous espérons signer ce contrat très, très rapidement. Je pense que au courrier, nous devrions le recevoir aujourd'hui ou demain. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous avons cette augmentation. Mais concrètement, ceci prouve que depuis 2020, l'investissement que nous avons réalisé est assez intéressant pour la commune. Et ça, nous allons le voir tout à l'heure dans une récap. Donc pareil, même présentation pour les recettes d'investissement. Donc, comme je l'ai déjà dit les années précédentes, il est moins facile de lire ce budget d'investissement que le budget de fonctionnement. Tout simplement parce que lorsqu'on réalise des travaux, les travaux ne sont pas finis au moment où l'on clôture. C'est-à-dire qu'à fin décembre, tout n'est pas fini. Donc, il y a ce fameux RAR, qui veut dire reste à réaliser, qui change tout. Très concrètement, nous avons réalisé ici, pour un budget de 4 100 000, 2 251 000 de travaux. Ce qui représente à peu près 50, un peu moins de 50%. Mais nous avons 1 500 000 de subventions que nous n'avons pas encore touchées. Et si nous les remettons là, alors là, nous arrivons à 90% à peu près. Je peux vous donner les montants exacts. Voilà. Si nous rajoutons le reste à réaliser, nous passons de 54 à 92%. Donc, ce qui prouve que c'est... Mais bon, il y a tout un cycle, en fait. Pareil pour les dépenses. Nous n'avons dépensé que 2 700 000 sur un budget de 4 100 000, mais avec le reste à réaliser d'1 116 000, nous aurions réalisé 92%, 90-92% des investissements. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas s'il est important de rentrer dans les détails. Peut-être vous dire les grandes sommes, les subventions d'investissement. Bon, ben ça, on voit toutes les subventions que nous avons pu mobiliser durant l'exercice. C'est une somme importante. Ensuite, les investissements, ça c'est les recettes. Ici, les investissements qui sont réalisés. En investissement incorporel, c'est plutôt les études. C'est parce qu'avant de faire quoi que ce soit dans une ville, on fait une étude. Je pense à nos amis de la pétanque qui nous ont dit on voudrait mettre des lumières. Il y en a un qui vend des plots, on les installe en 1 semaine. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons faire des études de sol. Si on les plante là, parce que si ça tombe, c'est notre responsabilité est entière. Et on nous demandera où est-ce que nous avons fait des études préalables. Les IMO corporels, ça c'est tout ce que nous réalisons, tout ce qui a été fait. Donc il y en a pour 3 500 000, c'est le gros des investissements. Et c'est tout à fait normal. Et puis on voit ici le solde en dépenses, parce que c'est une perte. Et puis ici, les opérations patrimoniales, donc cette fameuse maison que nous essayons de vendre depuis 2 ans, mais le domaine en veut un prix tellement cher que nous n'y arrivons pas. Nous espérons en 2026 y arriver. Voilà grosso modo les grandes sommes. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails, on peut y aller, mais c'est un peu plus compliqué. Oui ? Ça marche. Simplement pour revenir à ce que tu disais sur la subvention de l'aéroport de Paris, 2,5 millions, c'est ça que tu disais ? Oui. Est-ce que tu peux préciser un peu quel type de travaux ? Est-ce que c'est comme on faisait dans les maisons, c'est-à-dire l'insonorisation des maisons ou l'insonorisation des écoles ou Ouais. quel C'est ça, c'est l'insonorisation de 3. Alors, il y a, je crois, 15 ou 17 ans, la ville avait reçu 1,2 million, 1,3 million pour ça. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Donc, on est à 2,5 millions parce qu'il y a un remplacement total des toits, mais également les portes, les portes, les fenêtres, les huisseries. En fait, c'est les mêmes opérations qu'on a fait dans les maisons, ceux qui sont sur le circuit c'est ça. Des vols. Là, quoi. Exactement. Exactement. Il y a des choses qui... Alors, nous en avons profité pour faire aussi un certain nombre de travaux. Je crois qu'il y a un total de 3 millions en global, dont 2,5 millions subventionnés. Je pense que si nous les avons,
on ne sera pas loin d'être les rois du pétrole. Ce qui est important aussi de noter, c'est que toutes les communes n'ont pas ce type de subvention de la part de l'ADP aussi. Non. Alors, de tête, il y a environ 150 ou 200 établissements éligibles et nous sommes parmi les 40 seulement qui avons eu cette subvention. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de communes qui n'ont rien demandé. Mais on va attendre de toucher les sous pour leur dire, hein, parce que le fonds n'est pas infini. Voilà. Alors, donc là, c'est un graphique que vous connaissez maintenant. C'est en bleu, vous avez les sommes budgétées, et en rouge, vous avez les investissements qui ont été réalisés donc, entre 2015 et maintenant. Donc ça, c'est année par année, vraiment. D'accord ? Donc la différence entre le bleu et le rouge, bien souvent, c'est justement ce délai des travaux. On ne peut pas, on a beau lancer les travaux. Par exemple, là, actuellement, l'esplanade de la mairie et la brasserie ne sont pas encore terminées. Et au 31 décembre, nous avons clôturé les comptes. Donc le reste sera dans le reste à réaliser et sera réalisé l'année prochaine. Donc ce graphique me paraît intéressant pour voir les évolutions et puis voir si on compare les deux, la mandature actuelle. Nous avions budgété 15 millions 9, nous avons réalisé 67% par rapport à la mandature précédente. Il y avait 14 millions de budgétés et il y a eu 41% de réalisés par rapport à ce qui avait été budgété. Alors, si on cumule maintenant sur ces deux périodes, si on cumule ce qui a été réalisé, nous avons ici, sur le mandat 2014-2019, en cumulé croissant, c'est-à-dire l'investissement de la première année, première et deuxième, troisième, etc., en cumulé croissant. Donc, sur la mandature précédente, le cumul des investissements était de 6 millions 100 réalisés contre 10 millions 7 en investissement réalisé dans la commune. Il s'agit d'investissements réalisés. Hein. On les reste à réaliser, toutes choses étant égales par ailleurs. Si ce n'est pas réalisé là, ça a été réalisé là, etc. etc. Donc voilà. OK ? Donc je pense que ce graphique est assez parlant sur l'impact de la mandature sur l'entretien et l'investissement dans la commune. Donc, comment tout cela a été financé ? Cela a été financé par des fonds propres, bien sûr, mais également par des subventions que nous avons obtenues. Donc là, même exercice. Donc les subventions obtenues, 59% de ce qui avait été budgété en 2025, 52% l'année précédente, etc., etc. Et on a un suivi comme ça. Allons directement au cumul. Pareil, le cumul des subventions obtenues, 1 127 000 à la fin de la dernière mandature et 2 700 000 à la fin de cette mandature 2025. On continue, des questions ? Non, j'ai assommé tout le monde. Okay. Allez, on continue. Voilà, on passe à des choses plus sympas. Les taux, donc les taux sont les taux que nous, les taux d'imposition, la taxe foncière, etc., etc. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons rien changé en 6 ans. Nous gardons les mêmes taux d'imposition. Nous n'avons rien augmenté. Donc, les taux restent les mêmes. Nous avons gardé, depuis la directive, enfin le changement de mode de fonctionnement, nous avons gardé les mêmes taux durant toute la mandature. Pas d'augmentation, rien n'a été augmenté à ce niveau pour nos concitoyens. L'évolution de la dotation globale de fonctionnement, donc j'en ai dit un mot, c'est l'argent que nous donne l'État parce qu'il y a des missions que l'État nous confie. Par exemple, les missions d'état civil, les missions de passeport, les missions d'officiers de police judiciaire. Donc l'État nous donne un peu d'argent pour faire ces missions. Donc au total, nous avons 130 000 € en 2025. C'était beaucoup plus avant. Et vous voyez, la chute est inexorable. Et encore là, on est optimiste. On prévoit d'être à isopérimètre. Mais je pense que
nous sommes un peu croyants là. Bon, on verra bien. Notre risque, c'est un écrêtement. On risque 22 000 euros près. Ben, sur 130 000, ça fait quand même beaucoup. Pas grand-chose, mais bon, nous verrons ce que nous aurons à la fin. Les charges financières, donc les charges financières, c'est les remboursements des intérêts d'emprunt. Nous allons voir le graphique des emprunts tout à l'heure. C'est les intérêts que nous payons sur tous les emprunts que nous avons actuellement. Donc il y a une baisse. Il y a une baisse tout simplement parce qu'il y a un emprunt d'1,047 000 euros qui arrive à son échéance. La dernière échéance est là pour le mois de mars. Donc nous en parlerons tout à l'heure parce que nous parlerons de l'emprunt. Au niveau des effectifs, là aussi nous en reparlerons. Bon, c'est les effectifs classés par catégorie. Catégorie A, catégorie B, catégorie C. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, la catégorie C, ça va à l'envers en fait. La catégorie C, c'est la catégorie de base. A, B, c'est la catégorie supérieure. Et A, c'est encore la catégorie supérieure. Voilà. Nous avons très peu de catégories de catégorie A, beaucoup de catégorie B, et le gros de notre effectif est en catégorie C. Ensuite, voilà les montants des capitaux restants dus, c'est-à-dire les endettements que nous avons en cours. Donc ça vient du logiciel qui nous donne tout ça. Hein. Nous n'avons pas... L'objectif de ce graphique, c'est surtout de voir si nous avons des emprunts risqués. Ce n'est plus tellement dans l'actualité, mais vous vous souvenez, il y a quelque temps, il y avait les emprunts risqués, les emprunts qui étaient toxiques, qui étaient basés sur des devises ou sur des choses un peu qui étaient très volatiles. Donc aujourd'hui, tout ça a été assaini. Ça a été fait d'ailleurs dans la précédente mandature. Je n'ai rien eu à faire là-dessus. Donc voilà. Et la dette sera remboursée en 2028 et pour moitié et en la totalité en 2045. Voilà. Et en 2026, les annuités seront stables. Voilà, on voit ici ce graphique que vous connaissez maintenant. Donc en rouge, donc dans ce que nous devons, en bleu, le capital, la partie capitale, en rouge, la partie intérêt. Et donc plus nous avançons dans le temps, moins il y a les intérêts, puisqu'on paye les intérêts en premier. Les banquiers savent ça. Hein. On se paye d'abord et puis après, voilà. Et donc on voit bien ici que tout ça se terminera en 2045. Vous nous direz ce qui se sera passé à ce moment-là. Voilà pour les emprunts. Donc voilà un résumé de tout ce que nous avons dit sur ce budget que nous proposons. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Alors après, je peux vous montrer de beaux graphiques, de beaux camemberts qui vous disent tout ce qu'on a vu dans le tableau tout à l'heure, ce que cela représente. Vous voyez que le gros de nos recettes, bien sûr, c'est des impôts et taxes. Hein, il n'y a pas de secret. Après, un tout petit peu pour ce que nous recevons de l'État, les dotations et participations, les résultats reportés des produits et services et les contributions des familles au repas, tout ça ne représente que très peu de choses en fait. Nos revenus des immeubles sont en bleu, 3%. Et voilà. Pareil pour les dépenses de fonctionnement. Le gros, c'est les charges de personnel, etc. Bon. Voilà. Les recettes d'investissement. Donc le gros, c'est les subventions. Hein, donc, par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est très cohérent. Et les dépenses d'investissement, ben, c'est les immobilisations corporelles. On construit, on arrange, on embellit, et tout ça donne ça.
Voilà pour la présentation. Il y avait un merci qui était prévu, mais il ne veut pas apparaître. Donc, voilà. Je vous en prie. Voilà, donc, nous devons voter pour dire que la ville est dotée d'un budget et qu'à partir de là, nous pouvons dépenser et encaisser. Ça a l'air banal comme ça, mais il semble que ce soit plus simple de valider le budget ici que de le valider à l'Assemblée nationale. Pourtant, concrètement, je trouve que si nous faisons une petite analogie avec ce qui se passe, alors on nous passe le feuilleton comme, bon, voilà, les politiques, ils s'entendent pas. Mais ne pas avoir de budget, ça veut dire que à un moment donné, on ne peut plus payer, on ne peut plus signer, parce qu'il n'y a pas de ligne de dotation où l'on peut inscrire les dépenses. Donc, si on ne peut plus payer, eh bien, on ne peut plus payer les enseignants, donc les enfants restent à la maison, et les parents ne peuvent plus aller travailler, etc. Ça a des conséquences vraiment énormes. Ben, ici, c'est pareil. Souvenez-vous, lors du dernier conseil municipal, nous avions voté le quart des dépenses que nous pouvions engager en attendant le vote du budget. Parce qu'après, si vous décidez de ne pas voter ce budget, ben après ce quart, voilà, on serait bloqué. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Voilà, donc nous devons voter pour adopter le budget primitif équilibré en dépenses et en recettes pour les montants de 9,8 millions en fonctionnement et 5,805 000 en investissement. Et bien sûr, autoriser le maire ou son représentant de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui vote contre ce budget? Qui s'abstient? Merci. Le budget est adopté à l'unanimité. Alors après, une conséquence du budget, nous en avons parlé tout à l'heure dans le... Oui, alors, le budget étant voté, Madame Neyer va passer vous faire signer, parce qu'il faut impérativement que ce soit signé tout de suite maintenant. Voilà. Donc, le point suivant à l'ordre du jour, c'est l'attribution de la subvention du CCAS. C'est-à-dire que dans notre budget de fonctionnement, il y a une somme que l'on affecte tous les ans au CCAS. Donc, nous avons décidé cette année d'affecter la somme de 160 000 € au CCAS. L'année dernière, la somme que nous avions affectée était de 170 000 € et nous arrivons à mener toutes les activités, le budget est bien géré. Au total, nous n'avons versé au CCAS que 130 000 €, mais nous avions affecté 170 000 €. Le petit changement cette année, c'est que lorsqu'au mois de juin, la résidence intergénérationnelle sera inaugurée, nous allons animer cette salle qui est prévue. Donc ce sera du personnel de la mairie qui ira faire les animations. Il y aura un certain nombre d'activités que nous ferons là-bas. D'ailleurs, nous devrons assurer cette salle, n'est-ce pas, madame? Donc il y a un certain nombre de frais que nous allons supporter, des frais de personnel, des frais d'assurance, des frais d'électricité, etc. Notre participation, c'est des charges de la salle, exactement. C'est pour cela que nous avons réduit voilà, d'où la réduction de 10 000 170 à 60. Exactement. Je rassure les personnes de plus de 73 ans qui participent au repas des anciens. Le repas sera toujours aussi délicieux et le budget ne sera pas restreint. Voilà. Il y en a qui se disent... et il y aura toujours les voyages. Je pense que là, c'est... Et les colis. Voilà. Donc, nous devons voter pour attribuer la somme de 160 000 € au CCAS. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 4, le point 5 est adopté. Alors, nous continuons toujours dans les subventions. Nous allons voter globalement
l'attribution des subventions aux associations et aux organismes divers. Les organismes divers viendront après. Alors, vous avez la liste de toutes les subventions. Le montant des subventions s'élève cette année à 81 300 €, c'est-à-dire 4 000 € pour la subvention sur projet, sur les projets que pourront proposer les associations, et 77 300 € pour les autres associations. Il n'y a qu'une seule augmentation par rapport à l'année dernière, c'est par rapport au club de hand. Le club de hand a une augmentation de 8 500 € pour une raison très simple, c'est que le club de hand recevait une subvention de 17 000 € du département. Vous savez que le département est dans une situation financière assez compliquée, assez difficile, et le département a décidé de ne plus subventionner les clubs qui jouent en national, de réduire de 50% cette année cette somme. Donc le club de hand perd 8 500 €, et l'année prochaine, ils auront 0. Donc tout cela intervient en cours de saison. Il nous a paru juste de soutenir notre club de hand. Et l'année prochaine, j'en ai parlé déjà hier au président du GPSEA, je pense que le territoire compensera les autres 8 500 €. Cela dit, nous notifierons au président du hand, que cette subvention supplémentaire est en compensation de la perte du département. C'est-à-dire que nous suppléons le département. Ça veut dire que si, par hasard, il descendait en National 3, en National 3, la subvention du département est de 10 500 €. Dans ce cas, nous suppléerons 50% de 10 500 €. Et s'il arrivait qu'il monte en National 1, là, le département continue à subventionner 25 000 €, et là, nous nous retirons. Ça, sur un an. C'est-à-dire que, enfin, pour cette année, on parle bien de cette année. Cette année. Et donc, ce n'est pas forcément pérenne, cette... Si ils se maintiennent Oui. en National 2, en National Absolument. 2 l'année prochaine et l'année suivante, nous continuerons à suppléer le département. Ok. Tant qu'ils seront en National 2, cette somme sera maintenue. Ok. Voilà. D'autres questions? Non? Alors, Bernard et Dominique ne prennent pas part au vote parce que vous êtes président exécutif d'association. Donc, pour le nombre de votes, il y aura 2 personnes en moins. Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 6 est voté à l'unanimité. Donc, nous continuons sur notre lancée. Là, nous votons les subventions de nos participations aux syndicats, les syndicats auxquels nous appartenons. Le CIGEF. Le CIGEF, c'est quoi? Très bien, il y en a qui suivent. Bravo. Gaz et électricité. Très bien. D'Île-de-France, exactement. Voilà, syndicat intercommunal du gaz et l'électricité d'Île-de-France. Donc, nous maintenons la subvention. Le CIPEREC pour l'électricité. Notre syndicat de police, notre CIVU de police, pour 190 000 €. Alors, nous avons actuellement, dans le budget que nous allons voter la semaine prochaine, nous avons prévu d'embaucher un policier supplémentaire, mais c'est des sujets que nous verrons. Parce qu'actuellement, il manque un policier, il y en a 8 et non 9. Donc déjà, quand nous passerons à 9, après nous verrons pour passer à 10. Et voilà. Pour l'instant, nous maintenons cette subvention. Et puis le syndicat de la petite enfance. Alors là, il y a une petite augmentation, tout simplement parce que nous avons actuellement 55 berceaux au total, 20 berceaux à Marolles et 35 berceaux à Santeny. Donc, nous avons décidé d'augmenter ces places en prenant 7 places supplémentaires en collaboration avec la crèche privée qui va s'ouvrir là, la résidence intergénérationnelle. Et la place nous revient avec toutes les subventions que nous allons recevoir, pour les 7 places, il y en a pour 10 000 €.
Donc ça nous coûte à peu près 300, 400 € la place, alors que pour les 55 autres, on est à 12 000, 10 000, 11 000 € la place. Donc je pense que c'est une bonne affaire d'avoir ces 7 places supplémentaires. Et en plus, en ayant ces 7 places supplémentaires, nous avons une subvention de 300 € pour nos 55 autres agents. Donc c'est vraiment formidable. Donc ramener au berceau, ça fait quoi en fait en termes de le coût? Les 7 places supplémentaires, Ouais. les 7 places supplémentaires nous coûtent à peu près le berceau 300, 400 €. D'accord. Alors que les autres nous coûtent 10, 11 000 €. Voilà. Donc c'est vraiment un... Parce que pour prendre 7 berceaux en plus, il aurait fallu élargir les locaux, embaucher 2 personnes. Donc déjà là, on a percé le plafond, quoi. Donc voilà pourquoi il y a une augmentation pour le cible de la petite enfance. Cela dit, vous pouvez vous demander pourquoi on prend des places supplémentaires. Tout simplement parce que au mois de mai, lorsqu'on fait la commission d'attribution des places, il y a toujours quasiment la moitié qui est laissée sur le carreau. Et étant donné que les personnes qui viennent d'arriver ici sont à 56% moins de 44 ans, on espère qu'il y aura encore des demandes. Voilà. Personnellement, j'en ai un peu assez de me faire disputer, pour parler poliment. Après chaque commission d'attribution, les parents m'appellent, voilà comment je fais maintenant, je n'ai pas de solution. Bon. Alors, nous avons plusieurs solutions dans la ville. Nous avons les crèches publiques, enfin communales. Nous avons également 2 mini-crèches privées et nous avons également les assistantes maternelles. Voilà, donc il y a vraiment du choix de garde d'enfants dans la commune et c'est pas, quand j'entends mes collègues maires en parler, c'est pas toujours aussi simple partout. Voilà, donc nous devons décider de verser toutes ces subventions aux organismes que nous avons cités. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, le point 7 est adopté. Alors, le point 8, c'est la souscription d'un emprunt pour le financement des investissements. Donc, tout à l'heure, en ouverture, je vous ai dit que nous avions reçu enfin 300 000 € pour la voie verte que nous avons fini l'année dernière. En fait, notre politique, nous sommes un peu victimes de notre succès. Aller chercher les subventions, c'est parfait. Néanmoins, il faut d'abord faire les travaux, payer les entreprises, donner les factures acquittées pour être remboursées. Donc, très clairement, il y a un besoin en fonds de roulement, comme diraient les financiers. Il y a une somme à payer, à avancer, etc. Donc, le fait d'avancer ces sommes et d'attendre, vous l'avez vu, 1 500 000 de subventions qui sont en attente de rentrée, nous crée un peu de tension en termes de trésorerie. Donc, étant donné qu'il y a un emprunt d'1 054 000 qui tombe à échéance au mois de mars, nous avons décidé de prendre la moitié en emprunt pour justement nous soulager, sans détériorer la situation financière de la commune. Donc nous payons sur 1 million, là nous allons payer sur 700 000, et à un taux bien moindre d'ailleurs. Voilà l'idée qui nous a poussé à prendre cet emprunt. Pour vous dire que ce n'est pas un emprunt à long terme, nous l'avons pris sur 4 ans. Donc l'emprunt sera remboursé durant le mandat, si c'est nous qui le gérons. Donc l'emprunt, le taux d'intérêt est de 2,86 €, qui est quand même assez simple. Qu'est-ce que j'ai dit? 2,86%. 2,86%. Excusez-moi. Donc pour une durée de 4 ans, donc les échéances, il y a 16 échéances de 43 750 €, capitales et intérêts bien sûr. Voilà. Nous pouvons faire des remboursements anticipés, c'est-à-dire que lorsque nous recevrons les subventions, rien ne nous empêche de faire des remboursements anticipés. Et puis le déblocage des fonds peut intervenir avant le 13 mai, donc dès que nous en avons besoin. Nous pouvons même ne pas prendre les 700 000 € tout de suite, prendre que 300 000, 400 000, 500 000, enfin nous verrons selon nos besoins.
Voilà. Parce qu'au DOB, on avait parlé de 800 000 d'ailleurs à un moment. Oui, au DOB, nous étions à 800 000, mais Voilà. comme les résultats ont été meilleurs, Voilà, on s'est dit nous passons à 700 000. à 700 000. Effectivement. D'autres questions? Nous passons au vote. Donc, bien sûr, étant donné que nous n'avons eu le contrat de prêt, nous l'avons reçu que cet après-midi, nous n'avons pas pu vous l'envoyer. Mais comme vous pouvez le voir, il est signé. Donc, nous pourrons le signer et le renvoyer assez rapidement. Nous avons consulté plusieurs banques, des banques mutualistes, pour ça. Et nous avons retenu cette banque dont les taux sont favorables et la réactivité est très, très bien. Qui vote contre cet emprunt? Qui s'abstient? Merci. Le point 8 est adopté à l'unanimité. Alors, nous devons maintenant voter pour terminer ce chapitre des finances, simplement une autorisation de signature de l'avenant numéro 5 de la convention constitutive du groupement de commandes entre l'établissement public GPSEA et les membres du syndicat Smith-Duvne. Alors, Smith-Duvne, ça veut dire syndicat mixte de traitement des déchets urbains du Val-de-Marne. En fait, nous ne sommes pas membres de ce syndicat. Comme vous le savez tous, c'est le CIVOM qui s'occupe de nos déchets. Mais, comme nous sommes membres du GPSEA, toutes les 16 villes du GPSEA doivent voter l'autorisation au GPSEA de signer ce partenariat pour qu'ils puissent se grouper, pour acheter des vêtements de travail, etc. etc. Voilà, c'est tout. Donc nous devons juste voter pour dire on autorise le GPSEA solidairement. Pour dire nous autorisons le GPSEA à signer pour acheter des fournitures et accessoires d'entretien, des vêtements de travail, des voitures, etc. etc. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 9 est adopté. Nous clôturons ainsi la partie finance. Nous arrivons aux affaires générales, peut-être la partie qui intéresse le plus les Marolais, les uns et les autres. Le premier point, c'est la location du local commercial du 3 bis rue du Pressoir, plus précisément la brasserie. La brasserie qui s'appellera le Parvis. Voilà. Donc nous avons travaillé avec... oui, je ne vous l'ai pas dit, mais la commission finance qui s'est réunie a donné des avis favorables, etc. etc. Je ne le dis pas tout le temps, mais bon. Donc, nous avons vu ce contrat, grosso modo. Le locataire, que maintenant tout le monde connaît, puisqu'il a été présenté au Marolais, donc Arnaud Dessin, arrive à 20h31. Ça, c'est pour le compte-rendu de Lisa. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le compte-rendu de nos conseils, je dois les relire après. Donc, c'est pas toujours simple. Alors, je disais, pour le local, ce local commercial, pour l'occupation, il y aura un loyer de 1 500 € par mois, plus les charges et les redevances de chiffre d'affaires. Donc, la première année, il y aura 1% du chiffre d'affaires donc en 2026. Et à partir de 2027, la redevance que devront payer les gérants sera de 2% en plus des loyers mensuels, 2% du chiffre d'affaires si celui-ci est inférieur à 400 000 € par an, 5% de 400 000 à 500 000 et 6% au-delà de 500 000. Et puis bien sûr, nous demandons également une caution de 30 000 € pour tout le local que nous mettons à disposition dans cette cuisine. Voilà. L'idée, encore une fois, pour ce local, c'est, vous l'avez remarqué sur tous les Marolais qui sont aussi anciens, voire plus anciens que moi, c'est qu'il nous manque dans cette commune un lieu de rencontre le soir ou le midi, une brasserie, etc. Faire un brunch, c'est compliqué. Donc c'est pour cela que nous nous sommes lancés dans cet investissement pour avoir un lieu de rencontre. Et également avoir un autre pôle d'activité le soir. L'esplanade de la mairie pourra être animée,
par des tas de choses, des théâtres, des chapiteaux de cirque, je ne sais pas. Enfin, les commissions travailleront pour la prochaine mandature pour voir ce que nous pouvons faire. En tout cas, voilà, nous avons maintenant un espace que nous pourrons utiliser et pour lequel nous avons mobilisé également pas mal de subventions. Y a-t-il des questions sur le parvis? Non? Il n'y a que des attentes, pas de questions. Et l'inauguration? La date d'ouverture, finalement, elle est à peu près fixée maintenant ou pas? Elle est en mars. Elle est en mars. Nous approchons. Alors, on va voir si on peut ouvrir la première semaine. On évitera d'ouvrir la semaine des élections. On nous dira que c'est cousu de fil blanc. C'est vraiment un hasard. Bon, en tout cas, on ouvrira au pire après les élections, après le 15. On va essayer de... Voilà. Okay. Nous y allons tous les jours. Je crois que là, ça y est, ça commence vraiment à nous arrivons sur la fin, là. C'est vraiment sympa. Voilà. Alors, nous devons voter pour proposer le local commercial à la location, fixer le montant du loyer à 1 500 € plus la redevance relative au chiffre d'affaires hors taxe, demander une caution de 30 000 € hors charge aux futurs locataires et dire que le montant sera révisable annuellement selon la variation de l'indice de référence du loyer INSEE. Ça, c'est un incontournable. Nous passons au vote. Qui vote contre la mise en location du local? Qui s'abstient? Merci. Donc le local sera loué à ces conditions. Ressources humaines. Alors là, c'est un marronnier. Bon, c'est la modification du tableau des effectifs suite à la création de 2 postes d'agents de maîtrise, suite à une promotion interne, la création d'un poste d'attaché catégorie A suite à une promotion interne et la fermeture d'un poste de rédacteur principal de première classe, catégorie B, suite à un départ en retraite. Donc, le comité social territorial, parce que nous avons un comité social territorial, c'est obligatoire, qui s'est réuni le 3 février 2026, a émis un avis favorable. Donc nous créons 2 postes d'agents, un poste d'attaché, et nous fermons un autre poste, ce qui fait qu'il y a une variation de 2 personnes dans l'effectif global. Voilà. Voulez-vous qu'on rentre davantage dans les détails? Non? Je vois, je pense que... Nous passons au vote. Alors nous devons voter pour dire que la rémunération et la durée de carrière seront fixées par la réglementation en vigueur pour les cadres d'emploi concernés. Dire que les crédits nécessaires à ces dépenses sont prévus au budget 2026 au chapitre 12 et m'autoriser à exécuter tout ça. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, le point 11 est validé. Les 2 derniers points du Conseil. Alors, nous souhaitons adhérer au contrat de groupement d'assurance des risques statutaires du CIG Petite Couronne. Le CIG, c'est l'organisme, le Centre interdépartemental de gestion, qui gère toutes les affaires liées au personnel de toute la Petite Couronne. Ça veut dire que lorsque nous avons des contrats, lorsque nous avons besoin de conseils, lorsque nous avons des promotions, toute la partie légale est vérifiée et validée par le CIG. Donc là, nous souhaitons adhérer au contrat de groupe d'assurance des risques statutaires, c'est-à-dire les risques standards. Nous avions voté l'autorisation qu'ils fassent une recherche. Là, ils ont fait la recherche. Ils ont trouvé un partenariat avec le groupe Reliance. Et donc, voilà, nous souhaitons adhérer. Alors, les taux, fondamental. Les risques qui sont adhérés. Donc, d'abord, la date d'effet est au 1er janvier. La durée du contrat est de 4 ans, avec des taux garantis pendant 2 ans. Donc, il s'agit de risques garantis pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés au CNR-ACL, donc la caisse de retraite. Le décès est à 0,23%, l'assurance décès. L'accident et maladie imputable au service, 4,65%. Les arrêts longue maladie de longue durée, 1,80%. Maternité, adoption, paternité, accueil d'enfants,
0,31%. Voilà, soit un taux global de 6,99% contre 6,75% pour les précédents contrats avec une meilleure couverture. C'était ma question, c'était est-ce que ça couvre mieux maintenant que ça ne couvrait avant? Absolument. Parce qu'on a fait une demande de recherche la dernière fois. Là, ils ont trouvé, donc en fait, on est gagnant. Oui, absolument. Okay. Les agents. Enfin, les agents. Voilà. Alors, qui vote contre l'adhésion de nos agents à ce groupe d'assurance risque, sachant que si vous votez contre, il n'y en aura pas, parce qu'il n'y en a plus, puisque le CIG est sorti de l'autre contrat. Donc si vous ne voulez pas que nos agents aient des contrats d'assurance, votez contre. Alors, qui vote contre? Ah, c'est au moins clair. À un moment donné, il faut dire les choses. Qui s'abstient? Merci. Les agents auront droit à une garantie pour les opérations statutaires. Alors là, il s'agit maintenant de donner mandat au CIG pour une consultation en vue de conclusion d'un contrat collectif d'assurance portant sur les risques prévoyance, uniquement la prévoyance. Donc là, nous allons voter pour les autoriser à aller nous proposer un contrat aussi plus intéressant, j'espère en tout cas, que celui que nous avons maintenant. Donc voilà. Donc il s'agit de voter pour décider de retenir la procédure de la convention de participation pour les risques prévoyance pour un effet de garantie au 1er janvier 2027, etc. Autorisé à participer à l'appel d'offres, le CIG, voilà. Y a-t-il des questions sur cette autorisation? On les autorise, hein, ils vont faire le marché pour nous. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 13 est adopté. C'était le dernier point à l'ordre du jour. Questions diverses. Alors, chers collègues, nous clôturons ainsi le dernier conseil municipal de cette mandature. Moi, je souhaite vous remercier tous pour le travail que nous avons accompli ici et surtout pour l'ambiance qui a régné au cours de ces conseils municipaux. Ça faisait longtemps, très longtemps, qu'il n'y avait pas eu cette ambiance pérenne pendant 6 ans au cours de ces conseils municipaux. Et cela est très agréable de pouvoir se parler, s'écouter, s'entendre et de voter en son âme et conscience, comme on dit. Moi, je tiens à vous remercier vraiment. Remercier également la collaboration qu'il y a eu avec mes collègues, bien sûr, de la majorité, mais également avec les élus de l'opposition. Ça n'a pas été simple pour vous, parce que ce n'est jamais simple d'être minoritaire. Mais je crois que nous ne vous avons jamais montré que vous étiez minoritaire. Et ça n'a pas été simple non plus pour vous, puisque vous êtes arrivé en cours de mandat, et c'était encore beaucoup plus compliqué. En tout cas, merci, mille merci pour ces conseils, pour cette mandature. Et nous avons souhaité terminer ce dernier conseil par un petit cocktail, un petit pot de l'amitié pour tout ce travail, pour tout ce chemin parcouru ensemble. 6 ans, c'est long, mais finalement, ça passe vite. Et aujourd'hui, nous sommes au dernier conseil. Voilà. Donc, merci à vous et nous allons changer de salle. Merci à vous.